François Bon, atelier d'écriture. On est dans un cycle hebdo qui va du lundi au lundi. On est lundi matin, j'ai sorti mes bouquins. On va essayer de faire une proposition courte et précise. Vous la trouverez avec son développement écrit, bien sûr, sur le WordPress Thierry Les Ateliers, où vous pouvez publier vos contributions. Il suffit, il n'y a pas d'inscription, il suffit d'être abonné au site. Bienvenue. Et vous savez que on mène sur Terre Vivre depuis plusieurs années des cycles thématiques. Je crois qu'on en a 24 en ligne. Comme ça, par exemple, on y revient de temps en temps à outils du roman, ou questions sur la photographie, ou sur écrire avec le cinéma. Et dans ce cycle atelier en ligne, on fait plutôt de maintenant des traversées, des incursions. On a travaillé beaucoup l'an dernier sur la question du mental, l'intensité mentale en amont de l'écriture. Et là, c'est parti d'un dialogue avec un des participants, mais amis aussi, sur la question d'histoire. Moi, j'ai toujours ce principe que l'histoire, en gros, est rétrospective. On travaille, on déclenche les matières, on travaille sur son intuition. Il y a un moment donné où ce qui est rassemblé, justement parce que ça s'oppose, que c'est pas linéaire, mais dans Proust non plus, la recherche du temps perdu, c'est des séquences très, très distinctes. Même Madame Bovary, à partir de ce moment-là, qu'on étale tout par terre, qu'on le mette au-dessus de sa tête comme Céline avec des petites liasses et des pinces à linge, ou qu'on l'accroche au mur comme l'ami Arnaud Bertina, on rassemble, ou du moins cette matière appelle d'elle-même, à un moment donné, par seule masse critique, à s'organiser dans ce qui va produire son mouvement linéaire. Et pour moi, c'est ce qu'on appelle histoire. Et ça, j'ai toujours pratiqué ça pour mon propre travail, mais aussi, je m'en suis appuyé dans les ateliers. Et de l'autre côté, il y a le travail que je peux faire, par exemple, sur Howard Phillips Lovecraft, cette tradition américaine du récit. Et l'ami Laurent me tenait à ça. Non, là, dans cette autre tradition, c'est l'histoire qui est moteur. C'est parce que on part, alors appelez ça intrigue, appelez ça ce que vous voulez, mais ce mot d'histoire est tellement beau. Comment on peut mettre en avant l'idée même de l'histoire et que ce soit elle qui appelle le livre. Alors on est parti doucement, comme ça, d'abord avec Pérec, qui fait dans la vie mode d'emploi. À la fin, il y a un index de 105 histoires rassemblées dans son livre, fragmenté sur plusieurs chapitres, ou un chapitre pouvant en rassembler plusieurs. D'ailleurs, il n'y a que 99 chapitres et 105 thèmes d'histoire recensés. Je suis parti ensuite chez Bernard-Marie Coltès, chez Minuit aussi, chez Lindon, avec son Roberto Zucco. Et dans Roberto Zucco, on a bien sûr cette figure, une silhouette de loin. On a vu ça dans tous les articles de presse et les archives sur le toit d'une prison. Mais ce qui raconte l'histoire, c'est la sœur, le frère, la mère, un inspecteur, et donc des témoins. Et on est parti la semaine dernière sur prendre un thème d'histoire, mais installer ce dispositif de témoins qui serait prêt. Et pour moi, il y avait là la volonté de s'ancrer ici pour cette troisième proposition. Alors, pour moi, il y a cette question de personnage. J'ai beaucoup relu, brassé, parce que justement, je suis pas chez moi, j'apprends aussi en même temps dans ce cycle. Et il y a une tradition, je pense, dont il faut que résolument on s'écarte. Des personnages, un nombre limité de personnages ont des prénoms ou des noms, puis on a une petite structure avec un nombre limité, et tout ça s'organise. Et puis d'un autre côté, il y a, par exemple, je pensais à Manhattan Transfer de Dos Passos, là où la ville, l'histoire, la foule, les masses viennent converger et donnent une dimension d'épopée. On va pas aller jusque-là, mais on est bien forcé de s'interroger sur cette distension-là entre peut-être ce qui serait la tragédie d'un côté, avec ce nombre de personnages restreints, et puis de l'autre côté, ces grands souffles de l'épopée qui fondent nos mythologies et nos histoires. Alors à l'échelle bien plus modeste, par exemple, j'ai ouvert un très beau livre de Laurent Mauvigné, qui vient, on a eu
Histoire de la nuit, à partir duquel on a travaillé dans sa maison vide, là, en ce moment, que je suis en train de lire. Pareil, toute une profusion là de personnages. Et puis, il avait travaillé sur ce stade du Heysel, où tout d'un coup, il y a quelques années, une tribune s'effondre, il y en a qui se saisit, là, tout d'un coup, par la mort, les piétinements, quelques dizaines de personnes anonymes. Laurent Mauvigny, alors, les sort là, de cet anonymat, et on a là une sorte de portrait de foule, de monde arrêté qui témoigne d'une autre. Simplement, ça m'allait pas pour la proposition, parce que dans ce Heysel de Laurent, le livre s'appelle « Dans la foule », et c'est ce titre qui m'intéressait. Là encore, on reprend des prénoms, des personnages récurrents, et il s'exprime comme on l'a fait la semaine dernière avec Coltès et Roberto Zucco, sous forme de monologue subjectif. Et je voulais casser avec ça. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais le raconteur d'histoire, celui qui pour moi incarne ça au mieux, c'est Jean Echenoz, c'est mon Cherokee, là, c'est, hop là, il est tout sali, tout jauni, il n'y a même pas de dédicace encore. 1983, c'était juste un an après que j'avais publié mon sortie d'usine, et je crois qu'on s'est rencontrés à ce moment-là, en 1984, les autres sont gentiment dédiés. Il y a des gros livres comme ce Je m'en vais, il y a des choses beaucoup plus brèves. Pas beaucoup, il y en a 3. Il y a Jérôme Lindon, cet hommage, bon ça je le garde comme si Jean avait parlé au nom de nous tous qui avons été publiés par Lindon. C'est extrêmement bref et tenu, mais quel livre. Il y a une autre petite histoire qui s'appelle L'occupation des sols. Vous savez, un bâtiment où il y avait une publicité avec un portrait de femme, et 2 personnes cherchent à louer ensemble un appartement dans l'immeuble mitoyen de celui où il y avait la fresque. Ils vont se retrouver, un père et un fils, tous les deux, enlevés comme ça, creusés dans la cloison pour faire réapparaître ce portrait de l'épouse et de la compagne et de la mère. C'est des morceaux d'anthologie. Ça aussi, c'est Echenoz. Alors, en commençant à gamberger sur Echenoz et histoire, bien sûr, il y a toujours le feuilletage, il y a toujours des hasards favorables qui ne sont pas des hasards. Mais, bon, je procède autrement. C'est mon boulot, moi. La littérature, ça se creuse à la table de travail. Donc, l'outil, c'est Julien Gracq. Il y a aussi Patrick Modiano. C'est un ami qui m'a fait cadeau de ça il y a quelques jours, rassembler au format EPUB les 18 ouvrages parus sous le nom de Jean Echenoz. Ça veut dire un fichier EPUB de 2500 pages. Vous voulez le voir, je vous le montre. Je vous le donne pas, par contre. C'est vraiment des outils que je considère comme des outils de recherche, de travail. Après tout, facile à faire dans n'importe quelle fac, n'importe quelle bibliothèque, et sinon ce serait totalement illégal. Mais comment travailler autrement? Qu'est-ce que j'aimerais aussi qu'on ait un Michaud sur ce principe-là. Alors Jean Echenoz œuvre, c'est juste un petit montage photo, et Meridian Greenwich, Cherokee, vous voyez, c'est un truc de travail. On a l'équipé malaise, subversion du roman, c'est rien, c'est un article de Pierre Lepape dans Le Monde, l'occupation des sols dont je vous parlais, et qui est tout minuscule, mais on le porte tous et toutes comme une sorte d'écrit fétiche, si ça veut dire quelque chose. Ce qui est surprenant aussi, c'est comme le ton et la musique de Jean Echenoz sont déjà dans le Meridian Greenwich, on les reconnaît déjà dans un Cherokee, comme s'il n'avait pas bougé, comme s'il avait toujours fouillé la même ligne. La question de la documentation se pose pour chaque. Alors il y a dans Je m'en vais, je pense que ça a été ajouté dans l'édition de poche, parce que bien sûr ça figure pas dans le minuit original, un entretien qui s'appelle Dans l'atelier de l'écrivain, où il parle justement de documentation, où il parle comme ça de ces questions d'histoire, où il parle de son processus d'écriture. Echenoz travaillait évidemment depuis très très longtemps. Je ne sais pas à quel moment il est passé, mais
83-84, je sais que Valère Novarina, Didier Danax ont été les premiers à s'équiper de Mac. Pierre Bergogneau aussi, même si c'est son épouse, quand elle revenait du CNRS le soir, qui lui faisait, il raconte ça, va savoir, quiconque fait de la fiction est menteur comme un arracheur dedans. Elle disait, elle revenait, elle me faisait pomme S pour enregistrer. N'empêche que Bergou a toujours travaillé à l'ordinateur dès 1984, moi c'était 1988. Je pense que Echnoz a bifurqué vers ces périodes-là. On avait les petits Mac classiques aussi, et sa stratégie à lui, c'était d'écrire, imprimer, et ensuite effacer le fichier. Ensuite, on prend le texte imprimé, on le pose là, et lui redactylographie intégralement. Il disait, au bout de la troisième fois, ce qui m'ennuie, je ne le recopie plus, et par contre, ce qui vibre, ou ce qui m'amuse, ou ce qui me fait sourire, là, je le garde et ça se stabilise. Alors, c'est rien que ce document, l'atelier de l'écrivain, c'est des choses... on a beaucoup trop peu de choses où Echnoz parle de son travail. Ensuite, il y a cette bifurcation avec Ravel, Courir des éclairs, qui sont comme des sortes de mini-biographies. Et puis, plus récemment, Gérard Fulmar et son fabuleux Bristol qu'on lit en une nuit en se marrant à chaque page. Il faut le relire une deuxième fois pour arriver à se tenir à distance de son propre sourire. Chapeau le copain Jean. Et par contre, on a un petit ensemble qui s'appelle Caprice de la Reine. Ça a été publié en 2014 chez Minuit. Et si on l'ouvre, c'est un livre qui compte 7 récits. 7 récits, Nelson, je peux mettre tout de suite la table des matières, Nelson, Caprice de la Reine, à Babylone, salut Maizetti, celui sur lequel on va travailler, 20 femmes dans le jardin du Luxembourg et dans le sens des aiguilles d'une montre, ne vous inquiétez pas, on va venir voir ça de plus près, Génie civil, Nitrox et 3 sandwichs au Bourget. Alors, par exemple, Caprice de la Reine et 3 sandwichs au Bourget. Derrière, il y a l'ombre aussi d'un ami commun, pour moi un écrivain qui fait repère et qui, lui, par contre, nous a donné sans arrêt des outils théoriques. C'est Jean-Christophe Bailly. Et Jean-Christophe a longtemps été prof à l'École nationale supérieure du paysage de Blois. C'est comme ça, par exemple, qu'on a son livre fabuleux, le dépaysement, puisqu'on a 32 excursions comme ça dans des coins très précis de la France. Vous vous rappelez quand on a ouvert ce cycle Boost, c'est la rue du bout du monde, à Lorient, dans le dépaysement de Jean-Christophe Bailly. C'est dans le cadre de son enseignement à l'école du paysage de Blois qu'il rejoignait les étudiants dont il avait la charge d'accompagner les mémoires de maîtrise. Et là, par exemple, tu as ce carrefour où il y avait route de Roche à Charleville-Mézières, cette ferme où vivaient les Rimbaud, Vitaly Cuif. Et puis, en 1914-1918, c'est bombardé. Il n'y a plus rien qu'un bout de mur de 3 mètres. Alors, Jean-Christophe nous invitait tous les ans. C'était les cahiers de l'école de Blois, publiant les travaux de ses étudiants. Moi, j'y étais invité et ça a été faire un texte. Mon premier texte sur les ronds-points, par exemple. Merci Jean-Christophe Bailly. Et Caprice de la Reine, c'était Echnoz répondant à une invitation. Et c'est pas du tout des choses... Echnoz, il n'a pas besoin d'argent, enfin, il y a le Goncourt et tout ça. Non, c'est simplement que l'amitié, mais le laboratoire. C'est un livre dont on fêtait, je ne sais plus si c'était les 20 ans ou les 40 ans, mais le Roissy Express de Maspero. C'est un livre un petit peu historique sur comment saisir l'architecture de la ville, faire récit de l'architecture de la ville. Rappelez-vous dans Cherokee, par exemple, ce mur anti-bruit qu'il y a entre l'aéroport d'Orly et Paris. Est-ce qu'on peut travailler avec la description de mur anti-bruit? Voilà, ça c'est Echnoz. Alors, vous inquiétez pas, là je fais une sorte de boucle, mais au milieu, on l'a, notre proposition d'atelier. Alors, pour ce passager de Roissy Express, là, Jean-Christophe Bailly et sa
compagne, Gilberte Tsai, metteur en scène, nous avait conviés à prendre comme ça des endroits de ces lignes de RER. Moi, ça devait être la gare de Massy-Palaiseau. Le projet n'est pas allé au terme, mais Echnoz avait envoyé. Je vais à la gare du Nord à pied parce que c'est pas loin de chez moi. Je me rends à l'aéroport du Bourget, je mange un sandwich et je reviens. C'est des bijoux. Alors avant de parler de ce 20 femmes dans le jardin du Luxembourg dans le sens des aiguilles d'une montre, un beau zeugme, j'avais ouvert ça parce que je me disais, si je regardais le terme histoire chez Echnoz, j'ai dans ce énorme e-pub, outil de travail, avec les 18 livres et les 2500 pages, j'ai pu relever les occurrences du mot histoire. Je vous préviens, dit Gloire, pas d'histoire. De lui était venue cette petite voix histoire, de s'assurer que tout allait bien. C'est des usages complètement ordinaires du mot histoire. Mais quand cette histoire commence, Victoire ne connaît pas le moins du monde de Bordeaux. Alors, à ce moment-là, oui, c'est comment tu convoques le concept d'histoire pour construire et avancer dans la tienne. Même si mes histoires ne sont pas gaies, j'essaye de les tourner de telle façon que, voilà, ça c'est dans l'atelier d'écrivain, l'entretien dont je vous parlais, pas seulement un récit, une histoire, vous voyez la convergence des deux mots, mais aussi des effets de littérature. Les histoires que je raconte sont toujours à peu près les mêmes. Et donc, oui, il y avait une vraie pioche. Et résultat suivant, j'ai trouvé en tout, je crois, 234 résultats, puisque même dans Bristol, encore beaucoup dans le film, mais toute l'histoire tourne autour d'elle. Voilà l'histoire, monsieur. On a toujours fait, depuis la préhistoire hollywoodienne, histoire de voir si Céline Openstrater. Et c'est comme ça que j'en suis venu à ouvrir Caprice de la Reine, et dans Caprice de la Reine, la troisième histoire, qui s'intitule donc 20 femmes dans le jardin du Luxembourg et dans le sens des aiguilles d'une montre. À la fin, on nous dit ces récits plus ou moins modifiés, donc la réécriture, c'est du plus ou moins, ont été publiés dans les ouvrages ou périodiques suivants. Caprice de la Reine, écrit pour Jean-Christophe Bailly, cahier de l'école de Blois, numéro 4 janvier 2006, à Babylone, répond à une demande de William Christie et les Arts Florissants à l'occasion de sorties discographiques de l'oratorio Belshazzar de Handel, et 20 femmes dans le jardin du Luxembourg et dans le sens des aiguilles d'une montre fait partie de l'ouvrage de Sophie Ristel-Huber, Le Luxembourg, Paris, musée 2002. Donc là, évidemment, une commande que je suppose rémunérée. Génie civil est un envoi à Patrick Deville, autre ami et commun. Alors, 20 femmes dans le jardin du Luxembourg et dans le sens dans Zeugme. On a un texte composé de 20 paragraphes exactement, chacun d'une longueur à peu près fixe. Le dernier fait simplement 3 lignes dans la mise en page de Minuit. Là, ça peut monter à 3 et à 6 lignes. On a des points communs. On a un nom. Et ça, pour moi, c'était important parce que j'avais pensé même travailler au départ, vous demander de travailler sur des îles. C'est-à-dire, l'idée, c'était un point fixe et une foule dans un moment précis. Un instant, saisi dans un instant, et qui serait là, dans le lieu où, pour vous, vous avez cette matière, histoire à travailler. Je n'avais pas envie de mettre un prénom, et un prénom, et un prénom, et un prénom. Je me disais, tiens, on pourrait simplement travailler sur des îles. J'ai pas flashé sur d'autres textes, mais j'y pense beaucoup à cette question du prénom. Par contre, là, lui, le nom, c'est une fonction. Louise de Savoie, régente de France, Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier, Clémence Isaure, là on est presque dans un nom, mais Marguerite d'Anjou, reine d'Angleterre, c'est-à-dire le nom est mangé de l'intérieur par sa fonction. En plus, c'est ce qu'il y a décrit sur le socle de la statue, puisqu'il s'agit de 20 statues. Sainte Bathilde, reine de France. Qu'est-ce qu'on a ensuite,
le verbe tenir. Tiens, ça, on en a un ici, tient dans sa main gauche, tient un sceptre, croise les bras sur sa taille, tient un livre dans sa main gauche, pointe l'index, désigne le sol de l'index, tient dans sa main droite une paire de gants. On a une posture. Et c'est que c'est même Schopenhauer qui relève ça et fait toute une digression là-dessus. On a dans le Don Quichotte une phrase légendaire. Don Quichotte fixe, immobile sur son cheval. Je ne sais pas si c'est au moment des moulins ou à quelque autre. Et Cervantes s'écrit si immobile qu'il ressemblait à une statue habillée, puisque sa cape vole dans le vent. Et donc, on est toujours dans notre ambiguïté. À quoi j'ai pensé fort aussi, vous savez, ce photographe, ou cette photographe, je me souviens plus, qui a installé dans plein de grandes villes, New York, Tokyo, Londres, Paris aussi, un appareil photo qu'il règle sur le 10 millième de seconde et lance en rafale dans l'arrivée du métro. C'est-à-dire le métro ralentit et les gens qui attendent sur le bord du métro, quand vous les saisissez au 10 millième de seconde, ce sont des postures fixes. Et à mesure que le métro s'arrête, quand le métro, ça y est, enfin, s'est arrêté au 10 millième de seconde, on retrouve ce presque mouvement, mais cette façon d'entrer dans tout autour du monde avec des successions de foules, non pas figées, mais saisies dans l'essence même de leur posture. Pour moi, c'est un travail... Bon, je m'en souviens. Donc la posture. Le titre... C'est-à-dire, si on écrit juste un prénom et tout ça, non, un « il » suffit. Mais là, à vous de trouver ce qui désigne le personnage d'après une fonction. De la posture, et la posture, c'est la phrase la plus longue, qu'elle fait en général 1 ligne et demie, ça va, voilà, c'est plus de 2 lignes, pointe également l'index, là on a encore presque 3 lignes, et puis ça fait 2 doubles pages. 2 doubles pages et 20 paragraphes. Dans une situation là où vous avez l'intuition que vous allez chercher votre histoire. Saisir de façon fixe, immobile, des personnages avec une fonction, et non pas un prénom qui dirait rien, une description. Et depuis ce nom, fonction, ou ce nom, qu'est-ce qui fait que vous le repérez? La dame au chien? Ou le vieux au cartable? Celui qui tremble? À vous de voir. Mais, une fois posé ça, la posture. Et ensuite, Echenoz y joue. Coiffure, bijoux, expression. Alors, bijoux, évidemment, souvent, bijoux néant, bijoux néant, bijoux néant, bijoux néant. Bijoux, un pendentif avec une croix. Donc, à quoi ça sert, sur 20 paragraphes, qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et probablement plus, 7, 8, 9... si, parce que les premiers, non, le premier, on a pendentif avec une croix. Donc, ok. Donc, deuxième, bijou, néant. On a une variation. Et puis, ça tombe bien, puisque, encore néant. Troisième, une médaille. Donc, un collier. Et puis ensuite, néant. Un pendentif avec une croix. Mais ça veut dire qu'il va privilégier le côté sériel, la récurrence. Et donc, il va écrire bijou, néant. En gros, 15 fois sur les 20, mais pour nous, qu'est-ce que ça dresse par rapport à notre regard, à notre attention, à notre écoute du personnage? Évidemment, on est dans l'intérieur de la posture, et dans l'intérieur de la posture, on revient pour prendre ce qui serait un signe distinctif. Coiffure, alors là, coiffure, il est en plein boulot, et nous, pourquoi on ne le ferait pas aussi, coiffure? 20 personnages, ce qui vous permet, vous, de le désigner dans la foule, là, comme ça, au passage, la posture, et là, quel boulot!
de décrire une silhouette arrêtée, comme cette photo là au 10 millième de seconde. Coiffure, oui, on le fait. Et puis, expression, alors expression, c'est que chez les Schnoz, l'adjectif, il est toujours on fait pas de la littérature avec les adjectifs, mais si vous lisez ça comme sous forme de perf, expression déterminée, expression volontaire, expression décidée, expression méditative, expression nostalgique, expression inspirée, expression rêveuse, expression indifférente, expression odoritaire, non adjectif, ouais, mais on a 20 variations qu'ensuite, tu peux pas être si simple. Alors, absente mais digne, hautaine sans arrogance, lointaine butée, avenante mais poseuse, peu aimable, résignée. Et donc, évidemment, on retrouve quoi? Le sourire de Jean Schnoz. Alors, vous, ce qui fait qu'on désigne un personnage dans l'anonymat d'une foule. Là-bas, tu as vu Non, vous ne savez pas comment il s'appelle. Mais par contre, si c'est une histoire dans le cercle de famille, un banquet de mariage, une photo de communion, une photo de classe, évidemment, mais trouvez autre chose que le nom. Il faut que nous, pour nous désigner, ce ne sera pas regarde Étienne là-bas. Non, ce sera regarde le grand échelle. Posture, puis après vous jouez. Bijoux, bon, laissons ça pour Schnoz, mais coiffure, et peut-être qu'à la place du bijou, vous trouverez une autre catégorie. Et l'expression, parce que si vous le faites 20 fois, comment vous allez jouer? Qu'est-ce que ça nous oblige à reconnaître dans la force de l'adjectif pour lui-même? Voilà. Et Schnoz, 20 femmes dans le jardin du Luxembourg et dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est dans Caprice de la Reine, publié en 2014. Et nous, on oublie les statues, mais on voit nos 20 personnages comme autant d'histoires. Histoire par la posture, la coiffure, l'adjectif et là, le nom qui permet, sans prénom, de le désigner à distance. Tu as vu Histoire, cycle boost, proposition numéro 3. On y va.